J'ai trouvé mon petit-fils et son bébé vivant dans une tente sous un pont. Il est resté pétrifié. On lui avait toujours dit que j'étais morte. Puis, je les ai ramenés chez moi dans mon jet privé et j'ai révélé le secret concernant son père. La vérité l'a laissé en larmes. Je les ai trouvés, blottis sous un pont d'autoroute sous une pluie battante. L'homme serrait contre sa poitrine un bébé fiévreux, tous deux trempés jusqu'aux os. Ce n'était pas n'importe quel sans-abri. C'était mon petit-fils. Pendant 30 ans, j'avais cru que la trahison de mon fils était la pire douleur que je ressentirais jamais. Les comptes vidés, la crise cardiaque de mon mari lorsqu'il a découvert le vol, les décennies d'isolement. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans la boue sous ce viaduc en béton, la pluie traversant mon manteau coûteux, fixant les yeux de mon mari dans le visage d'un inconnu. Jamais Sterling, ai-je demandé, ma voix à peine audible par-dessus la tempête. Il a levé les yeux, méfiant, protecteur. « Qui êtes-vous » a-t-il exigé, protégeant sa petite fille de cette étrange femme apparue de nulle part. « Je m'appelle Alice Sterling » ai-je dit en m'accroupissant à son niveau. « Je sais que ton père t'a dit que j'étais morte, mais je suis ta grand-mère. » L'expression sur son visage à ce moment-là, j'ai su que tout allait changer. Avant de continuer, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne Never to All. Nous créons une communauté de personnes incroyables qui savent que nos plus beaux chapitres peuvent arriver à tout âge. Maintenant, retour à l'histoire. Cela fait 3 jours que je garde le dossier en plastique sur mon bureau. Noir, banal, assez fin pour se glisser entre les pages d'un livre et disparaître. Mon assistante l'avait posé là sans commentaire, sachant qu'il ne fallait pas mentionner ce qu'il contenait. 3 matins que j'ai pris mon café à ce bureau, poussé des papiers autour de lui, passé des appels, tout en prétendant qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, je suis fatigué de faire semblant. L'Atlantique s'étend au-delà de mes fenêtres. Une toile d'un bleu éclatant sous le soleil de Floride. J'ai conçu ce pantouse moi-même après la mort de Spencer. Tout en marbre blanc, vert et acier, des lignes épurées, rien de superflu. Rien pour retenir la poussière ou les souvenirs. Je vis ici depuis 28 ans maintenant. Parfois, j'ai encore l'impression d'être une visiteuse. Je soulève le dossier. Il est plus léger qu'il ne le devrait, compte tenu de ce qu'il contient. 30 000 $ pour un rapport de 6 pages et une photographie. Je suppose que l'information ne pèse pas lourd de nos jours. À l'intérieur, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Le rapport final de Decker Investigation. Decker lui-même est à la retraite maintenant. Son fils s'est occupé de celui-ci, moins méticuleux que son père, mais discret. Le nom Sterling ouvre encore des portes, même dans ma semi-retraite. L'entreprise se gère d'elle-même maintenant, plus ou moins. Je n'interviens que lorsque le conseil d'administration devient sentimental à propos des anciennes propriétés. Le sentimentalisme est l'ennemi des bonnes affaires. La première page est un résumé. Nommé James Spencer Sterling, âgé de 28 ans. Profession, ouvrier d'usine, licencié. Résidence actuelle, sans-abri. Lieu, Columbus, Ohio. En dessous, la ligne que mes yeux ne semblent pas pouvoir quitter. Parents, Gregory et Brendan Sterling. En froid. Mon café a refroidi. Je le pousse sur le côté. Je savais qu'il existait, bien sûr. J'avais engagé le premier enquêteur lorsque Gregory a disparu avec notre argent. À ce moment-là, Brendan était déjà enceinte. Je voulais savoir où ils étaient allés, ce qu'ils avaient fait du fonds de retraite de Spencer, des comptes d'urgence, des obligations destinées à l'éducation de nos petits-enfants. Je les ai trouvés vivant confortablement à Seattle. Gregory travaillait dans une société d'investissement, utilisant les relations de Spencer, utilisant notre nom. J'ai mis fin à l'enquête après les funérailles de Spencer. Il semblait y avoir peu d'intérêt après cela. Mais il y a 3 semaines, quelque chose m'a réveillé à 2 heures du matin. Le genre de réveil où l'on est soudainement complètement alerte. Spencer disait que c'était quelqu'un qui marchait sur votre tombe. Je me suis levé, j'ai préparé du thé et je me suis assise dans ma cuisine, avec l'impression d'attendre quelque chose. Au matin, j'avais appelé le fils de Decker et lui avais donné le nom de Gregory. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver après toutes ces années. Je ne m'attendais pas à ça. Le rapport est méthodique. Une chronique d'un effondrement systématique. James Sterling, né à Seattle, a déménagé en Ohio à l'âge de 6 ans. Étudiant moyen,
pas de casier judiciaire. Mariée à 22 ans à Olivia Whitman. Fille née il y a 16 mois. Sophie Marie Sterling. Employée chez Midwest Manufacturing pendant 5 ans. Récemment licenciée en raison d'une réduction d'effectifs de l'usine. Et puis, la dégringolade. Sa femme le quitte pour un autre homme. James perd son appartement en raison de paiements manqués. Voiture saisie. Demande une place en foyer. Sur liste d'attente en raison du surpeuplement. Passe un appel téléphonique à ses parents pour demander une aide au logement temporaire. Demande refusée. Je lis cette dernière ligne 2 fois. Demande refusée. Si froid, ces 2 mots. Si familier. Grégory refusant un abri à son propre fils, tout comme il nous a refusé toute explication lorsqu'il a vidé nos comptes et a disparu. Certains schémas ne se brisent jamais. La dernière page du rapport est la photographie. Granuleuse, prise de loin. Un homme est assis, voûté sous le plafond de béton d'un viaduc autoroutier. Cheveux sombres, silhouette mince. Il berce quelque chose contre sa poitrine, un paquet enveloppé dans ce qui semble être une veste bleue délavée. Une petite main est visible, tendue vers son visage. Je pose la photo délicatement, comme si elle pouvait s'effriter entre mes doigts. Je suis de retour dans notre ancienne maison sur Havenwood Drive. 30 ans s'évanouissent comme de la fumée. La maison est trop calme lorsque j'ouvre la porte. La voiture de Spencer est dans le garage, mais il ne répond pas quand j'appelle. Je le trouve dans son bureau, fixant le coffre-fort ouvert dans le mur. Vide. Le bureau antique où il gardait la montre de poche de son grand-père, les tiroirs béants. Je me souviens qu'il ne s'est pas retourné quand je suis entré. Comment il a juste continué à fixer le coffre-fort vide? Grégory a tout pris, a-t-il dit. Pas une question. Sa voix était monocorde, comme s'il commentait la météo. J'ai appelé la banque, appelé notre comptable, appelé le téléphone de Grégory encore et encore. Pas de réponse. Le temps que je regarde à nouveau Spencer, sa couleur avait changé. Gris comme du vieux papier, sa main gauche serrant sa poitrine, sa main droite tendue vers moi. Je n'ai pas pu atteindre le téléphone à temps. Le médecin a appelé cela une crise cardiaque foudroyante. Cause naturelle. Personne n'aurait rien pu faire. Je savais la vérité. Spencer Sterling est mort d'un cœur brisé, assis dans son fauteuil en cuir préféré, trahi par le fils qui avait été le centre de son monde. Le souvenir se retire, me laissant de retour dans mon pantouf silencieux. Le dossier est toujours ouvert. La photographie me regarde toujours. James et Sophie Sterling, le petit-fils de Spencer, l'arrière-petite-fille de Spencer. Vivant sous un pont parce que Grégory leur a refusé un abri. Pendant 30 ans, j'ai été un fantôme dans ma propre vie. Gérer Havenwood Property était juste quelque chose pour remplir les jours après le départ de Spencer. J'ai cessé de m'intéresser à la plupart des choses, cessé de recevoir des gens, cessé de célébrer les fêtes. Les femmes de mes comités de charité m'appelaient la « reine des glaces » dans mon dos. Je ne les ai jamais corrigées, mais la glace peut conserver des choses comme la rage, comme un but. Je ferme le dossier avec un bruit sourd. La décision ressemble à un réveil après un long sommeil. J'appuie sur le bouton de l'interphone de mon téléphone de bureau. Margaret, je veux que le jet soit préparé et appeler Arthur au service de voiture. J'aurai besoin d'un transport à Columbus, Ohio. Oui, Madame Sterling. Quand partirez-vous? Je regarde une dernière fois le dossier noir. Demain matin. Et Margaret, préparez ma valise pour au moins une semaine. Des vêtements adaptés à la météo de l'Ohio à cette période de l'année. Bien sûr. Quelqu'un vous accompagnera-t-il? Non, c'est personnel. Je termine l'appel et me dirige vers la fenêtre. 65 étages plus bas, les gens se déplacent comme des insectes. Si petits de cette hauteur. Si facile d'oublier qu'ils ont des vies aussi compliquées que la mienne. Pendant des décennies, je me suis tenu au-dessus de tout ça. Détaché, en sécurité. Ça se termine demain. Je presse ma paume contre la vitre froide. J'ai 78 ans. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. J'ai une entreprise qui porte le nom de famille de mon mari. Ce que je n'ai pas, c'est beaucoup de temps devant moi, ni quoi que ce soit qui ressemble à une famille. L'homme sous ce pont ne sait pas que j'existe. Son père lui a probablement dit que j'étais morte,
tout comme il m'a dit qu'ils avaient déménagé à l'étranger. Un autre des mensonges pratiques de Gregory. James ne sait rien de Spencer, de Havenwood, de son héritage. Il ne sait pas que ses yeux, s'ils ressemblent à ceux de la photo de son permis de conduire dans le rapport, sont du même brun profond que ceux de mon mari. Il ne le sait pas, mais il le saura. Je n'ai pas prié depuis les funérailles de Spencer. Je n'ai pas cru en grand-chose. Mais en me tenant ici, regardant l'immensité de l'océan, je me surprends à espérer qu'une trace de Spencer vit dans ce jeune homme. Que le poison de Gregory n'a pas atteint la génération suivante. Demain, je le découvrirai. Demain, je rencontrerai le dernier des Sterling, même s'il ne sait pas que c'est ce qu'il est. Les moteurs du jet vrombissaient à une tonalité que j'avais depuis longtemps cessé de remarquer. 6 heures de West Palm à Columbus. 6 heures pour remettre en question ma propre santé mentale. Dehors, par ma fenêtre, les nuages s'étendaient comme un tapis blanc sous nous. J'avais laissé mon plateau repas intact sur la table d'appoint, un plat de saumon artistiquement arrangé que Margaret avait commandé. La nourriture ne m'intéressait pas. Je fonctionnais au café noir et à la détermination, tous deux amers et nécessaires. L'hôtesse de l'air est apparue à mon coude. Madame Sterling, nous atterrirons dans 20 minutes. Votre voiture est confirmée et vous attend. Merci, Jessica. Le temps à Columbus n'est pas idéal. De fortes pluies. Souhaitez-vous que j'organise quelque chose de plus? Non. J'ai prévu ce qu'il fallait. Elle a hoché la tête et s'est retirée. Je l'employais depuis près d'une décennie, et elle me traitait toujours avec la déférence prudente d'une nouvelle recrue. Je suppose que j'ai cultivé cette réaction. C'est plus simple comme ça, moins de questions. Le jet a commencé sa descente, traversant une épaisse couche de nuages. Lorsque nous en sommes sortis, l'Ohio s'étendait sous nous, plat, gris et banal. Rien à voir avec les bleus et les verts vifs de la Floride. Ce paysage correspondait parfaitement à mon humeur. Thomas attendait comme promis, debout à côté d'une Lincoln noire avec un parapluie à la main. Il avait été mon chauffeur dans 6 villes différentes au fil des ans. Ne posait jamais de questions, n'offrait jamais de conversations superflues. L'employé parfait. Madame Sterling, dit-il avec un petit signe de tête en tenant la portière. Thomas, ravi de vous revoir. Où allons-nous, madame? Je lui ai tendu un morceau de papier plié avec les coordonnées marquées. Il y a jeté un coup d'œil, son expression inchangée. Bien sûr, cela devrait prendre environ 30 minutes. La voiture a quitté le terminal de l'aviation privée, s'engageant sur l'autoroute. Columbus ressemblait à des dizaines d'autres villes américaines de taille moyenne que j'avais visitées pour affaires. Les mêmes chaînes de restaurants, les mêmes concessionnaires automobiles, les mêmes panneaux publicitaires promettant un soulagement de la dette, de la maladie et du désespoir. Cette similitude était presque réconfortante dans sa prévisibilité. Puis nous avons tourné vers l'est, et le paysage a commencé à changer. Les premiers signes étaient subtils. Plus de nids de poules sur la route. Moins de nouveaux bâtiments, puis des marqueurs plus évidents, des prêteurs sur salaire, des magasins d'alcool avec des fenêtres grillagées, des terrains vagues où des entreprises se tenaient autrefois. La pluie a commencé à tomber, légère d'abord, puis avec une intensité croissante. Les essuie-glaces créaient un rythme hypnotique contre la vitre. Slap, 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 slap. J'ai possédé des propriétés dans des quartiers comme celui-ci. Au début de ma carrière, je parcourais les rues moi-même, identifiant les bâtiments à acquérir. Spencer disait toujours que j'avais l'œil pour le potentiel sous la décadence. Mais c'était des voyages d'affaires, des évaluations cliniques de la valeur. C'était différent. Quelque part dans cet endroit oublié se trouvait mon petit-fils. Mon petit-fils. Les mots semblaient encore étrangers dans mon esprit. La voiture a ralenti à l'approche d'un immense viaduc en béton. L'autoroute au-dessus de nous rugissait du flot constant de la circulation, amplifié par la forte pluie qui tambourinait sur notre toit. À travers les vitres ruisselantes, je pouvais distinguer un petit campement niché contre l'un des piliers de soutien, une bâche bleue, une sorte de tente, des tas de ce qui aurait pu être des biens ou juste des débris. Thomas s'est garé sur l'accotement boueux, les pneus giclant dans la terre humide. Le moteur tournait doucement au ralenti alors qu'il se tournait vers moi. Madame, cet endroit n'a pas l'air. Il a hésité, choisissant ses mots avec soin, sûr. Si vous me dites ce dont vous avez besoin, je peux y aller pour vous. Non, Thomas. Ma voix est sortie plus sèche que je ne l'avais prévu.
Plus doucement, j'ai ajouté, celui-ci est pour moi. Son visage ne trahissait rien. Je laisserai le moteur tourner. J'ai sorti mon parapluie de son étui et j'ai ouvert la portière. Le bruit de la pluie était assourdissant, un rugissement ponctué par le tonnerre des camions qui passaient au-dessus. L'odeur m'a frappé immédiatement. Terre humide, gaz d'échappement, et autre chose. L'odeur particulière et renfermée de la pauvreté. Mes chaussures, en cuir italien, sobres mais chères, se sont immédiatement enfoncées dans la boue. Je ne me suis pas permis d'hésiter. J'ai commencé à marcher vers le campement, mon parapluie un bouclier fragile contre l'averse. L'eau éclaboussait mes chevilles à chaque pas, trempant mon pantalon malgré ma démarche prudente. La zone sous le pont était un patchwork de flaques d'eau et de détritus. Emballage de fast-food, verre brisé, un caddie renversé sur le côté. Et là, contre le pilier de béton, une petite tente, son tissu fin ondulant dans les rafales de vent occasionnelles qui balayaient sous le viaduc. J'étais à mi-chemin quand je l'ai entendu, un cri faible à peine audible par-dessus la tempête. Le cri d'un bébé, non pas le cri sain d'une crise de colère, mais le son faible et épuisé d'un véritable inconfort, d'un besoin. Mon rythme s'est accéléré malgré le terrain traître. En m'approchant, j'ai pu voir que le rabat de la tente était partiellement ouvert. À l'intérieur, un homme était agenouillé, le dos tourné vers moi. Ses épaules étaient voûtées, sa colonne vertébrale visible à travers son t-shirt fin alors qu'il se penchait sur quelque chose dans ses bras. Ses mouvements étaient doux mais désespérés, le balancement rythmique de quelqu'un essayant d'apaiser un enfant. Je me suis arrêté juste devant l'entrée. Un instant, je suis resté figé, le poids total de ce que je faisais devenant soudainement réel. Je ne regardais plus un rapport. Ce n'était pas un problème abstrait à résoudre. James Sterling. Il s'est retourné brusquement, le mouvement si vif qu'il semblait douloureux. Un bras s'est instinctivement resserré autour du paquet qu'il tenait. L'autre s'est appuyé contre le sol comme s'il était prêt à fuir. Son visage, mon Dieu. Son visage, sous la barbe naissante et l'épuisement, je pouvais y voir Spencer. La même mâchoire forte. Les mêmes yeux profonds, maintenant lassés sur la défensive. Qui êtes-vous? Sa voix était rauque, soit par manque d'usage, soit à cause de la maladie. Le bébé dans ses bras s'est agité, ses pleurs devenant plus insistants. Elle était enveloppée dans ce qui semblait être une veste d'homme, bien trop grande pour sa petite silhouette. Son visage était rouge, ses cheveux sombres plaqués sur son front par la sueur, malgré le froid ambiant. Sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant et j'ai ajusté mon parapluie, l'inclinant pour couvrir complètement l'ouverture de la tente. La pluie a immédiatement commencé à me fouetter les épaules et la tête, mais je l'ai à peine remarqué. Elle a chaud, ai-je dit, en hochant la tête vers l'enfant. De la fièvre. La confusion a traversé son visage. Que voulez-vous? Nous n'avons rien. Je ne suis pas ici pour vous prendre quoi que ce soit. Je me suis accroupi, me mettant à son niveau, ignorant la boue qui s'infiltrait dans mes genoux. Je m'appelle Alice Sterling. Rien. Aucune reconnaissance dans ses yeux. Je suis ta grand-mère. Il m'a regardé, la confusion laissant place à la méfiance. Ce n'est pas possible, a-t-il dit sèchement. Mes grands-parents sont morts. Des deux côtés. C'est ce que ton père t'a dit, du moins à mon sujet. J'ai soutenu son regard fermement. Grégory a menti. À la mention du nom de son père, quelque chose a changé dans son expression. Pas un adoucissement, exactement. Un autre genre de lassitude. Je ne sais pas quel genre d'arnaque c'est, mais ça ne m'intéresse pas. Il a commencé à se détourner, puis s'est arrêté alors que le bébé laissait échapper un autre cri, celui-ci plus urgent. Elle a besoin d'un médecin, ai-je dit calmement. Vous croyez que je ne le sais pas? Les mots ont jailli de lui, bruts de frustration et de peur. Les urgences ont dit que c'était juste un rhume. Ils m'ont donné du Tylenol pour enfants et nous ont renvoyés. Elle est comme ça depuis 3 jours. Je l'ai étudié un instant. Quand as-tu mangé pour la dernière fois, James? Il a détourné le regard. Ça va. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Hier, peut-être. Sa mâchoire s'est crispée. Écoutez, j'apprécie votre sollicitude, mais... J'ai une voiture qui attend, les jeux interrompus. Elle est chaude, sèche, il y a de la nourriture, et je peux faire venir un pédiatre à mon hôtel dans l'heure. Il a ri, un son dur sans humour.
Bien sûr. Et que voulez-vous en retour? Rien que tu ne sois pas prêt à donner. Je me suis légèrement penché en avant. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande de prendre une décision pratique pour le bien de ta fille. Les pleurs du bébé s'étaient calmés pour devenir des gémissements. Elle avait l'air complètement épuisée. Sophie, dit-il doucement, en la regardant. Elle s'appelle Sophie. Sophie, ai-je répété. Le nom semblait étrange sur ma langue. Inconnu et pourtant juste. Spencer aurait aimé ce nom. Qui? Ton grand-père. Mon mari. Il a étudié mon visage, cherchant quelque chose. Un indice, peut-être, ou un signe de tromperie. Ce qu'il a dû voir à la place, c'est un épuisement égal au sien. 1 heure, a-t-il finalement dit. Nous irons à votre hôtel. Sophie verra un médecin. Ensuite, nous parlerons. Si ce que j'entends ne me plaît pas, nous partons. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Il a rassemblé un petit sac à dos tous ses biens au monde, ai-je réalisé et a lutté pour se mettre debout tout en gardant Sophie en sécurité contre sa poitrine. J'ai remarqué comment il a légèrement vacillé, se stabilisant contre le poteau de la tente. As-tu besoin d'aide, ai-je demandé. Je peux porter ma propre fille. A-t-il répondu, la fierté raidissant sa colonne vertébrale. Momentanément, nous sommes retournés à la voiture en silence, la pluie battant toujours autour de nous. Thomas nous a vus approcher et est rapidement sorti pour ouvrir la portière arrière. S'il était surpris par mes compagnons, il ne l'a pas montré. Alors que James se glissait dans l'intérieur chaud de la voiture, serrant toujours Sophie contre sa poitrine, j'ai entrevu son visage dans la faible lumière. Pendant un instant, la lassitude a disparu, remplacée par un pur soulagement. C'était le regard de quelqu'un qui se noyait et qui touchait enfin la terre ferme. Je l'ai suivi dans la voiture, fermant mon parapluie et le laissant goûter sur le tapis de sol. L'hôtel Granville, Thomas. Et appelez le docteur Winters. Dites-lui que c'est urgent. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers la petite tente, qui s'effondrait déjà sous le poids de la pluie. Elle aurait disparu au matin, emportée comme si elle n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais été là. Certains fantômes refusaient d'être oubliés. J'observais James de l'autre côté de la suite de l'hôtel pendant que le docteur Winters examinait Sophie. La transformation du pont à ce moment avait été rapide et déroutante, surtout pour lui. Il y a moins de 3 heures, ils étaient blottis sous ce viaduc en béton. Maintenant, Sophie était allongée sur des draps blancs impeccables pendant qu'une pédiatre écoutait sa poitrine. Infection respiratoire, a confirmé le docteur Winters en retirant son stéthoscope. Elle a besoin d'antibiotiques immédiatement. J'en ai apporté avec moi pour commencer. Elle a regardé directement James. Vous lui avez trouvé de l'aide juste à temps, monsieur Sterling. James n'avait pas lâché la petite main de Sophie pendant tout l'examen. Est-ce qu'elle ira bien? Avec des soins appropriés, absolument. Elle a besoin de chaleur, de repos, de médicaments et d'une bonne nutrition. Le docteur Winters a jeté un regard dans ma direction. Madame Sterling dit que vous voyagerez en Floride demain. James m'a regardé, l'incertitude évidente sur son visage. Seulement si Sophie est assez bien pour voyager, ai-je dit, et seulement si c'est ce que James décide. Le docteur Winters a hoché la tête. Le vol privé serait en fait mieux qu'un vol commercial. Moins d'exposition à d'autres maladies. Je fournirai des instructions détaillées pour les soins pendant le voyage. Après son départ, James s'est assis sur le bord du lit, Sophie blottie contre lui. Elle était tombée dans un sommeil plus paisible après avoir pris le médicament. Le silence entre nous s'est étiré, rempli de questions non posées. Il y a à manger, ai-je finalement dit, en désignant le chariot du service en chambre que j'avais commandé pendant que le médecin examinait Sophie. Tu devrais manger quelque chose. Il a regardé les plats couverts, puis de nouveau Sophie. Je comprenais sa réticence à la poser, même pour un instant. Puis-je, ai-je demandé, en tendant les bras. Son hésitation fut brève mais perceptible. Puis, avec précaution, il a transféré sa fille dans mes bras. Je me suis installé dans un fauteuil, soutenant sa tête dans le creux de mon coude. Mange, ai-je dit. Je la tiens. Il a mangé comme un homme qui n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui était probablement le cas. J'ai gardé les yeux sur Sophie, lui accordant la dignité de ne pas observer sa faim.
Son petit poids dans mes bras me semblait à la fois étrange et familier. Cela faisait des décennies que je n'avais pas tenu un bébé. Grégory, puis les enfants de quelques amis, puis personne. La pensée de Grégory menaçait de refaire surface, mais je l'ai repoussée. Pas maintenant. Pourquoi faites-vous ça, a finalement demandé James, la voix basse. C'est compliqué, ai-je répondu. Et tu as plus besoin de repos que d'explications ce soir. Demain, dans l'avion, nous pourrons parler. Il m'a étudié un long moment. Je ne comprends rien à tout ça. Pourquoi mon père aurait-il menti sur le fait que vous étiez morte? Pourquoi seriez-vous venu nous trouver maintenant? Ce sont de bonnes questions, mais elles ont de longues réponses. J'ai baissé les yeux sur Sophie, puis je l'ai regardée. James, je vous offre, à toi et à Sophie, un endroit sûr où séjourner chez moi en Floride. Pas de façon permanente, pas avec des conditions, juste un endroit pour vous rétablir et réfléchir à vos prochaines étapes. Si tu décides de partir à n'importe quel moment, j'organiserai le transport où que tu veuilles aller. Juste comme ça. Sans condition. Juste comme ça. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? J'ai croisé son regard directement. Tu ne devrais pas nécessairement. Tu me connais à peine. Mais considère la réalité pratique. Ta fille reçoit les soins médicaux dont elle a besoin. Tu as un endroit sûr où dormir ce soir. Demain, tu pourras prendre ta prochaine décision. Il a hoché la tête lentement, l'épuisement l'emportant finalement sur sa méfiance. En moins d'une heure, lui et Sophie dormaient, et j'ai pris les dispositions pour notre départ. Le domaine de Havenwood est apparu à travers les vitres de la voiture alors que nous prenions le dernier virage de l'allée. La maison principale se dressait comme elle l'avait fait pendant 70 ans. Colonne blanche, large véranda, fenêtre qui captait le soleil de fin d'après-midi. J'ai observé le visage de James alors qu'il admirait la scène. Son expression était un mélange d'émerveillement et d'appréhension. « C'est ici que vous vivez ?» a-t-il demandé, Sophie en sécurité dans ses bras. « C'est ici que Spencer et moi vivions, ai-je corrigé doucement. Ton grand-père a construit cet endroit l'année avant notre mariage. » La voiture s'est arrêtée à l'entrée principale. À l'intérieur, tout était préparé. Une chambre d'enfant avait été aménagée à côté de la suite d'invités dans l'aile. Maria, la nounou que j'avais engagée, arriverait dans une heure. Le docteur Léon, le pédiatre local, viendrait voir Sophie ce soir-là. James est entré dans le hall, ses mouvements prudents, comme s'il pouvait casser quelque chose simplement en existant dans cet espace. Sophie, toujours en convalescence mais s'améliorant avec les antibiotiques, a fait un petit bruit contre son épaule. « Laisse-moi te montrer où vous allez rester, » ai-je dit. Je l'ai conduit à travers la maison jusqu'à l'aile, évitant délibérément les pièces de réception. La suite d'invités que j'avais choisie était confortable mais pas écrasante. Une chambre avec un salon attenant, des couleurs neutres, des fenêtres donnant sur les jardins. La chambre d'enfant communicante était simple mais complète. Un berceau, une table allongée, un fauteuil à bascule. Maria sera bientôt là, ai-je expliqué. Elle n'est pas là pour prendre le relais. Elle est là pour que tu puisses te reposer quand tu en as besoin. James se tenait au centre de la pièce, l'air perdu. Il y a des vêtements dans la commode, ai-je continué. Des choses basiques, des t-shirts, des jeans. La cuisine en bas est toujours ouverte. Vos chambres ont une serrure. J'ai sorti un smartphone de ma poche. Celui-ci a mon numéro programmé. Appelle ou envoie un SMS à toute heure, de jour comme de nuit. Il a accepté le téléphone de sa main libre. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire. Installe-toi. Repose-toi. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Pendant 3 jours, James est resté principalement dans ses chambres. Maria a rapporté que Sophie s'améliorait rapidement avec les médicaments et les soins appropriés. Je leur ai laissé de l'espace, reconnaissant que James avait besoin de temps pour décompresser, pour s'assurer que ce n'était pas un piège élaboré. Le 4e soir, j'étais assise dans la véranda avec du thé et un des vieux albums photos de Spencer quand j'ai senti une présence. James se tenait dans l'embrasure de la porte, hésitant. « Puis-je me joindre à vous ?» a-t-il demandé. « S'il te plaît. » J'ai désigné le fauteuil en face du mien. Sophie dort. Enfin. Maria m'a montré comment utiliser le babyphone. Il a jeté un coup d'œil à l'appareil sur la table d'appoint.
Il faut un peu de temps pour s'y habituer. Avoir de l'aide? J'ai hoché la tête, lui servant du thé comme j'avais remarqué qu'il l'aimait. Sans sucre, une goutte de lait. As-tu eu l'occasion d'explorer le domaine aujourd'hui? Un peu. J'ai marché jusqu'à l'étang. Il a accepté la tasse avec un signe de tête de remerciement. Cet endroit est incroyable. Il n'a pas toujours été comme ça. Ai-je dit, voyant une ouverture. J'ai glissé l'album photo vers lui. Savais-tu que ton grand-père construisait des maisons de ses propres mains avant même de diriger une entreprise? James a semblé surpris. Non, mon père n'a jamais parlé de lui, de vous deux. J'ai ouvert l'album sur une photo de Spencer en vêtements de travail, agenouillé sur un toit avec un marteau à la main. Son sourire était large, sincère. Spencer a grandi pauvre en Géorgie. Son père était charpentier et lui a appris le métier. Quand Spencer a déménagé en Floride dans les années 40, il a commencé à construire des maisons simples pour les vétérans revenant de la guerre. J'ai tourné la page pour montrer une rangée de maisons modestes. C'étaient les premières propriétés de Havenwood. Rien d'extraordinaire, mais solide, construit pour durer. James a étudié les photos, ses doigts planant juste au-dessus de la surface, sans vraiment toucher. Il a l'air heureux. Il était le plus heureux quand il travaillait de ses mains. J'ai tourné une autre page. C'était notre premier vrai bureau, juste un débarras reconverti avec un téléphone. Spencer disait, Havenwood ne construit pas de maison. Nous construisons l'endroit où une famille se sent en sécurité. James a levé les yeux. C'est pour ça que vous êtes venu nous chercher? À cause de ce qu'il croyait? La franchise de la question m'a prise au dépourvu. En partie, ai-je admis, mais c'est plus compliqué que ça. Mon père, a-t-il dit, sa voix se durcissant légèrement. Qu'est-ce qu'il vous a fait? J'ai fermé l'album doucement. Il y a des lacunes dans notre histoire familiale, James. 30 ans de lacunes. Ton père s'en est assuré. Nous n'avons jamais su que tu existais en grandissant. Nous n'avons jamais vu tes photos d'enfance. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Il est resté silencieux un long moment. Vous avez dit nous, vous et mon grand-père. Oui. Spencer n'a jamais su que tu existais. Il est mort peu de temps après le départ de ton père. Quelque chose a changé dans son expression. Je suis désolé. Moi aussi. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Ton père a fait des choix que je ne comprends pas. Mais Spencer, c'était un homme bon, le meilleur que j'ai jamais connu. Il aurait remué ciel et terre pour te connaître. Plus tard dans la nuit, je passais devant la chambre de Sophie quand je l'ai entendu. Un doux fredonnement grave. James berçait Sophie, chantant quelque chose de doux et sans parole. La mélodie s'est coincée dans ma poitrine comme une douleur physique. Spencer avait l'habitude de fredonner ce même air en travaillant dans son bureau, concentré sur des plans tard dans la nuit. Je me suis éloigné doucement, ne voulant pas interrompre ce moment. En bas, j'ai traversé la maison silencieuse, mes doigts traînant le long des murs. Pendant 30 ans, Havenwood avait été un musée de ce que j'avais perdu. Ce soir, pour la première fois, il me semblait être autre chose, un foyer. La matinée de Floride était claire et chaude, le genre de clarté cristalline qu'on ne trouve qu'en octobre, après que le pire de la chaleur estivale soit passé. J'étais assise en face de James à la petite table du petit déjeuner sur le patio, le regardant étaler de la confiture sur un toast pour Sophie. Elle était assise dans une chaise haute, babillant joyeusement. Bien loin du bébé fiévreux et apathique que j'avais rencontré pour la première fois sous ce pont il y a 6 mois. 6 mois. Parfois, cela semblait être des jours, d'autres fois des années. James s'était remplumé, son visage autrefois émacié était maintenant en bonne santé, ses yeux clairs. Il avait trouvé une routine ici. Des promenades matinales avec Sophie dans le domaine, aidant Maria avec des projets ménagers l'après-midi. Il lisait avec voracité dans la bibliothèque de Spencer. Il guérissait, mais je pouvais voir l'agitation commencer à s'installer. Un homme comme James avait besoin d'un but. As-tu pensé à la suite, ai-je demandé, en gardant un ton désinvolte tout en sirotant mon café. Il a levé les yeux, son expression gardée. J'ai postulé à des emplois en ligne, principalement dans l'industrie. Il y a une usine de fabrication à environ 20 miles d'ici qui recrute. J'ai hoché la tête, considérant ces mots. C'est certainement une option. Sophie a écrasé son toast avec délice, et James a doucement essuyé ses petits doigts.
L'amour et l'attention qu'il lui portait ne faiblissaient jamais. Cela me rappelait Spencer, cette même dévotion calme et inébranlable. Puis-je faire une observation, ai-je demandé. Bien sûr. Havenwood Property a 100 agents qui peuvent vendre une maison de 4 chambres. Ce que nous n'avons pas, ce sont assez de gens qui comprennent ce qui en fait un foyer. J'ai posé ma tasse de café. On t'a arraché un foyer. Tu t'es battu pour créer un foyer pour ta fille sous un pont. Tu comprends cela mieux que n'importe quel diplômé en MBA que je pourrais embaucher. Son front s'est légèrement plissé. Que suggérez-vous? Nous avons un poste vacant de chef de projet adjoint. Niveau débutant. De longues heures. Un travail pas particulièrement glamour. J'ai soutenu son regard fermement. Ce n'est pas un cadeau, James. C'est une opportunité. Tu commencerais en bas de l'échelle. Personne ne saurait qui tu es. Ton succès ou ton échec ne dépendrait que de toi. Il est resté silencieux un long moment, aidant distraitement Sophie avec son gobelet. Je n'ai aucune expérience dans l'immobilier. Spencer non plus quand il a commencé à construire des maisons pour les vétérans. J'ai souri légèrement. Mais tu as quelque chose de plus précieux, la perspective. Que dirais-je aux gens sur la façon dont j'ai obtenu le poste? Que tu as postulé et passé un entretien comme tout le monde, ce que tu feras. J'ai fait une pause. Personne dans l'entreprise ne connaît notre lien. C'est ton histoire à raconter ou à garder privée, comme tu le souhaites. Il a regardé par-dessus les jardins, réfléchissant. Je ne veux pas de traitement de faveur. Tu n'en auras pas. En fait, tu devras probablement travailler 2 fois plus dur pour faire tes preuves. Je me suis levé, ramassant ma serviette. Pense Y. Le poste commence lundi prochain. Si tu es intéressé, je demanderai au RH d'organiser un entretien formel demain. Je l'ai laissé là avec Sophie, sachant qu'il avait besoin d'espace pour décider. Au dîner, il m'avait donné sa réponse. 2 jours plus tard, il est entré au siège de Havenwood Property pour son entretien, portant un costume que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait dû l'acheter lui-même. Il n'était pas cher, mais il lui allait bien. Il ressemblait à un sterling. La première année de James à Havenwood a été un baptême du feu. Je me suis assuré qu'il ne reçoive aucune attention particulière. Bien au contraire. Son superviseur direct, Martin Reeves, était notoirement exigeant. James passait ses journées enfoui dans les réglementations de zonage, les rapports d'impact environnemental et les analyses de marché. Les week-ends, il travaillait aux journées portes ouvertes, installant des panneaux et préparant du café pour les agents seniors. J'observais de loin, sans jamais intervenir. Chaque mois, je recevais ses évaluations de performance avec celles de tout le personnel subalterne. Les siennes étaient constamment excellentes, non pas parce qu'il était naturellement doué pour l'immobilier, mais parce qu'il abordait chaque tâche avec la même concentration méthodique qu'il appliquait autrefois au travail en usine. Il était minutieux, fiable et, plus important encore, il écoutait. Au cours de sa 2e année, il avait été promu à un poste de vente junior. Il se trouve que j'étais au bureau principal un après-midi où il travaillait avec un jeune couple. Des enseignants avec un nouveau bébé, à la recherche de leur première maison. J'ai observé discrètement depuis la salle de conférence voisine. Comment se passe votre routine matinale, leur demandait James, ignorant les fiches descriptives étalées sur la table. Qui se lève avec le bébé? Combien de temps dure votre trajet pour aller à l'école? Le couple a échangé des regards surpris. Eh bien, Sarah se lève généralement la première avec Emma, a dit le mari. Je m'occupe du soir, car Sarah doit corriger des copies. James a hoché la tête, prenant des notes. Et quelle est la pièce la plus importante de votre appartement actuel? Où passez-vous le plus de temps? La table de la cuisine, a répondu Sarah immédiatement. C'est là que je corrige, où nous mangeons, où nous jouons avec Emma. Parlez-moi de votre dimanche idéal, a continué James. Je les regardais se faire une image de leur vie, pas de leur liste de souhaits. Quand ils ont mentionné qu'ils aimaient marcher, il a éliminé les quartiers sans trottoir. Quand ils ont parlé de la mère de Sarah qui leur rendait souvent visite, il s'est concentré sur les maisons avec des chambres d'amis. À la fin de la séance, il avait réduit leurs options à 3 maisons, tout en dessous de leur budget, aucune avec les comptoirs en granit qu'ils pensaient vouloir, mais chacune parfaite pour leur vie réelle. 2 semaines plus tard, ils ont signé pour une modeste maison de 3 chambres dans un quartier calme avec d'excellentes écoles.
Leur commission était plus petite que si James les avait poussés vers une propriété plus chère, mais ils ont envoyé une carte de vœux en décembre avec une photo de leur famille sur leur nouveau Porsche. James l'a épinglé sur le mur de son box. La nouvelle s'est répandue. De plus en plus de clients demandaient « le jeune qui écoute vraiment ». Ses collègues, initialement méprisants envers le nouveau venu discret, ont commencé à le remarquer. La 3e année, James avait été promu chef de projet senior, supervisant le développement d'une nouvelle communauté à Jupiter. Le projet Havenwood Shore était ambitieux, 50 maisons conçues pour attirer les jeunes familles exclues du marché du luxe, mais ne voulant pas sacrifier la qualité de vie. J'ai assisté aux réunions de planification, regardant James se transformer de l'homme hésitant que j'avais trouvé sous ce pont. Il inspirait le respect, non par la force de sa personnalité, mais par sa compétence et son empathie. Il a insisté sur des espaces verts entre les maisons, des trottoirs assez larges pour les poussettes et un centre communautaire avec des garderies. Les gens n'achètent pas seulement des maisons, expliquait-il à l'équipe de développement. Ils achètent l'espace entre leurs portes d'entrée et celles de leurs voisins. Ils achètent le chemin de l'école. Ils achètent la vue depuis la fenêtre de leur cuisine pendant qu'ils font la vaisselle. Son équipe l'écoutait parce qu'il avait gagné leur respect. Il ne savait rien de son lien avec moi, rien de son passé. Il ne le connaissait que comme le chef de projet dont les développements se vendaient systématiquement parce qu'il construisait des communautés où les gens voulaient vivre. Sophie avait maintenant 4 ans, une enfant vive et curieuse qui passait ses journées à la garderie d'entreprise de Havenwood. James les avait installés dans une modeste maison à environ 15 minutes de mon domaine. Assez proche pour des visites régulières, mais établissant clairement leur indépendance. Je respectais son besoin de séparation, de construire sa propre vie. Notre relation s'était installée dans un rythme confortable de dîners dominicaux et de visites occasionnelles en semaine. Je n'ai jamais parlé de Grégory. James n'a jamais demandé. La réunion annuelle des cadres était prévue pour le premier lundi d'octobre. L'entreprise avait considérablement grandi sous ma direction. De la modeste entreprise de construction de maisons de Spencer à l'une des principales sociétés de développement immobilier de Floride. Je l'avais dirigée seul pendant 30 ans, plus longtemps que Spencer et moi ne l'avions dirigée ensemble. J'étais fatigué. La salle du conseil était comble ce matin-là. Tous les vice-présidents, chefs de division et cadres supérieurs étaient présents, tous s'attendant à l'examen annuel standard. James était assis à mi-chemin de la longue table. Son dossier ouvert, un stylo à la main. À 31 ans, il était l'un des plus jeunes cadres supérieurs de l'histoire de l'entreprise, mais il avait gagné sa place à cette table. Le silence s'est fait lorsque j'ai pris ma place en bout de table. Je suis resté debout, scrutant les visages tournés vers moi avec attente. C'étaient de bonnes personnes, des professionnels compétents, mais un seul d'entre eux comprenait ce que Spencer avait bâti. Il y a 30 ans, ai-je commencé, mon mari Spencer se tenait dans cette pièce et a dit à notre petite équipe de l'époque que Havenwood n'était pas dans le secteur de la construction de maisons. Nous étions dans le secteur de la construction d'avenir. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Spencer ne croyait pas seulement à la construction de bâtiments. Il croyait à la construction de choses qui durent, de fondations pour les familles, d'héritage d'intégrité. Je me suis déplacé lentement autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque personne. Pendant 30 ans, j'ai cherché un successeur qui partage cette vision. Pas quelqu'un qui sait lire un bilan, mais quelqu'un qui comprend la valeur d'une clé de porte d'entrée dans la main d'une famille. Une attente feutrée s'est installée dans la pièce. Plusieurs vice-présidents se sont redressés sur leurs chaises, des regards expectatifs sur leurs visages. Mon regard a continué son tour jusqu'à ce qu'il atteigne James. Il m'observait attentivement, son expression curieuse mais sans prétention. J'ai trouvé cette personne, ai-je continué. Quelqu'un qui a commencé en bas de l'échelle et a prouvé sa valeur par son intégrité et une empathie qui ne s'enseigne pas. La salle a suivi mon regard jusqu'à James, dont les yeux se sont légèrement agrandis en comprenant. À compter d'aujourd'hui, le nouveau PDG de Havenwood Property est James Sterling. Le silence était absolu. James me fixait, le choc évident sur chaque ligne de son visage. Puis, autour de la table, les expressions sont passées de la surprise au calcul, puis à l'acceptation. Quelques vice-présidents ont hoché la tête lentement. Ils avaient travaillé en étroite collaboration avec James, vu ses résultats, son style de leadership. La nomination était inattendue mais pas inexplicable. James, ai-je dit, en désignant le bout de la table. Voudriez-vous dire quelques mots? Il s'est levé lentement,
se reprenant avec un effort visible. Alors qu'il se dirigeait pour prendre ma place, il s'est arrêté à côté de moi. « Pourquoi » a-t-il murmuré, pour que je sois la seule à entendre. J'ai soutenu son regard fermement. « Parce que tu es l'héritage de Spencer » ai-je répondu doucement. « Et le mien. » Alors que James s'adressait à la salle, son incertitude initiale laissant place à une confiance tranquille, je me suis assise et j'ai regardé l'avenir de Havenwood prendre forme. L'entreprise changerait sous sa direction, et évoluerait d'une manière que Spencer et moi n'aurions jamais pu imaginer. Mais son cœur, sa compréhension de ce qu'un foyer signifie vraiment, resterait exactement comme il se doit. J'étais dans mon bureau à la tour Havenwood, examinant les rapports trimestriels, lorsque Margaret a appelé via l'interphone. « Madame Sterling, il y a 2 personnes dans le hall qui insistent pour voir Monsieur Sterling. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils sont assez persistants. » Quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Ont-ils donné leur nom? Une brève hésitation. Un M et Madame Gregory Sterling. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer correctement. Madame Sterling. Dois-je demander à la sécurité de les escorter dehors? Je me suis ressaisi. Non. Dites-leur que Monsieur Sterling n'est pas disponible. Je descends. Êtes-vous sûr que c'est? J'en suis sûr, Margaret. Je me suis levé, lissant ma jupe avec des mains soudainement tremblantes. 30 ans. 30 ans que je n'avais pas vu mon fils. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois. Ce que je dirais, ce que je ferais. Maintenant qu'il était là, je me sentais étrangement calme. Le trajet en ascenseur jusqu'au hall a duré 17 étages de souvenirs. Gregory, tout petit, courant vers Spencer les bras tendus. Gregory a 12 ans, montrant fièrement à son père une maquette de maison qu'il avait construite pour un projet scolaire. Gregory a 20 ans, les yeux froids alors qu'il expliquait pourquoi il méritait un accès anticipé à son fonds en fiducie. J'avais vu le changement en lui, le sentiment croissant que tout lui était dû, le charme creux. Mais Spencer avait été aveugle à cela. Spencer avait aimé sans réserve, sans protection. Les portes se sont ouvertes sur le hall en marbre étincelant de la tour Havenwood. Et ils étaient là. J'ai reconnu Gregory immédiatement malgré les années. Plus mince, des tempes grisonnantes, des rides profondément gravées autour de sa bouche, mais sans aucun doute mon fils. La femme à côté de lui devait être Brenda. Tous deux étaient vêtus de vêtements qui avaient été chers, mais qui montraient maintenant des signes d'usure. Ils se tenaient près de la réception, Gregory faisant des gestes emphatiques aux gardes de sécurité. Je ne pense pas que vous compreniez qui je suis. Je suis son père. J'exige de le voir immédiatement. Comme je vous l'ai expliqué, monsieur Sterling n'est pas disponible sans rendez-vous, a répondu calmement le garde. Alors prenez un rendez-vous. Dites-lui que ses parents sont là. J'ai traversé le hall, mes talons claquant contre le marbre. Le son a attiré leur attention. Gregory s'est retourné, l'irritation claire sur son visage jusqu'à ce qu'il me voie. Son expression s'est figée. « Bonjour, Gregory » ai-je dit, ma voix remarquablement stable. Il a pâli. « Mère. » Les yeux de Brenda se sont agrandis de reconnaissance. « Alice » a-t-elle dit, la voix tendue, puis se reprenant avec un effort visible. « Ça fait longtemps. » Nous essayons de joindre James. « Je sais pourquoi vous êtes ici » ai-je interrompu. J'ai regardé directement Gregory. La nouvelle de la nomination de James a fait la section économique de plusieurs journaux. Vous pensez qu'il y a de l'argent à se faire? Ce n'est pas juste, a protesté Gregory, mais faiblement. Nous sommes ses parents. Nous avons un droit. Un droit. J'ai répété le mot comme du verre dans ma bouche. Parlons des droits, voulez-vous? Pas ici. Je me suis tourné vers le garde de sécurité. Veuillez escorter ces visiteurs à la salle de conférence B et informer l'assistante de M. Sterling qu'il ne doit être dérangé sous aucun prétexte. Oui, Madame Sterling. Gregory et Brenda ont échangé des regards, mais ont suivi le garde jusqu'aux ascenseurs. J'en ai pris un autre, ayant besoin de ces quelques instants seuls pour me ressaisir. La salle de conférence était petite, avec une table en verre et 6 chaises. Je suis entré la dernière, fermant la porte derrière moi. Gregory et Brenda s'étaient assis d'un côté de la table. Je suis resté debout. Tu as l'air en forme, mère,
a commencé Grégory, sa voix reprenant cette intonation mielleuse que je connaissais trop bien. Ça fait trop longtemps. 30 ans, 4 mois et 16 jours, ai-je répondu. Depuis le jour où tu as vidé nos comptes et disparu. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je sais que tu dois être en colère. En colère, les jeux coupés. La colère est un luxe pour les vivants. Je ne vivais pas, Grégory. Nous avons fait des erreurs, est intervenue Brenda. Nous étions jeunes, mais nous sommes les parents de James. Nous avons une relation à reconstruire. J'ai tourné mon regard vers elle. Une relation ? Ma voix était dangereusement douce. Parle-moi de cette relation. Était-ce celle où vous avez refusé de laisser votre fils et votre petite-fille rester avec vous alors qu'ils n'avaient nulle part où aller ? Ou peut-être la relation où vous avez dit à James que j'étais morte. Grégory s'est agité sur son siège. Nous avions nos raisons. Sais-tu où j'ai trouvé ton fils, ai-je demandé, en me penchant en avant avec les deux mains sur la table. Sous un pont d'autoroute sous la pluie, son enfant malade de fièvre. C'est là que votre relation l'a laissé. Le visage de Brenda a rougi. Nous avions des difficultés financières. Vous aviez des difficultés financières, ai-je répété, chaque mot précis et tranchant. Et votre solution a été de laisser votre fils et son bébé vivre sous un pont. Je me suis redressé, regardant directement Grégory. Ton père est mort à cause de ce que tu nous as fait. Le savais-tu ? Le médecin a parlé d'une crise cardiaque, mais c'était un cœur brisé. Spencer est mort assis dans son bureau, fixant le coffre-fort vide où se trouvaient les économies de notre vie. Grégory a pâli davantage. Je n'ai jamais voulu. Tu n'as pas voulu qu'il meure. Peut-être pas. Mais tu as voulu nous voler. Tu as voulu mentir. Tu as voulu utiliser son nom pour obtenir un poste à Seattle. J'ai fait une pause. Tout comme tu veux utiliser James maintenant. Ce n'est pas juste, a protesté Brenda. Nous avons eu des épreuves, nous aussi. Nous avons tout perdu dans de mauvais investissements. Nous essayons juste de renouer avec notre fils, notre famille. Famille, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu parles de famille ? Une famille n'abandonne pas un enfant sous un pont. Une famille ne construit pas une vie sur des mensonges qui ont tué leur propre père. J'ai sorti de ma poche un document plié, le posant sur la table entre nous. C'est une ordonnance restrictive. Elle vous interdit à tous les deux de contacter James ou Sophie de quelque manière que ce soit. Elle vous interdit également d'entrer dans toute propriété de Havenwood. J'ai fait glisser un autre document. Voici la preuve du vol de nos comptes. Le délai de prescription est expiré, mais si vous contestez l'ordonnance restrictive, je veillerai à ce que cela devienne très public. Grégory a fixé les papiers, puis moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre fils. Non, ai-je dit simplement. C'était votre fils. Vous avez renoncé à ce droit quand vous l'avez laissé sous ce pont. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. 2 gardes de sécurité attendaient à l'extérieur. Ces messieurs vous escorteront dehors. Si vous revenez, vous serez arrêté pour violation de propriété. Brenda s'est levée brusquement. Espèce de sainte nitouche. Tu crois que tu peux nous voler notre fils, acheter sa loyauté avec ton argent ? Je l'ai regardé calmement. Je n'ai eu besoin de rien acheter, Brenda. Je lui ai simplement offert ce que vous n'avez jamais fait, la vérité et un choix. Grégory est resté assis, l'air soudainement vieux et vaincu. C'est-il ce que je vous ai fait, à toi et à papa ? Oui, ai-je répondu. Je lui ai tout dit. Et il a fait la paix avec ça. Et il a quand même pris le poste de PDG en sachant que c'était l'entreprise de mon père ? Il l'a pris parce que c'était l'entreprise de son grand-père, ai-je corrigé. Spencer aurait été fier de lui. Grégory s'est finalement levé. Et toi, mère, es-tu fière de ce que tu as fait, de monter mon fils contre moi ? Je n'ai eu à monter personne contre toi, Grégory. Tu l'as fait toi-même. J'ai ouvert la porte plus grand. Au revoir. Ils sont sortis. Brenda la tête haute, en défi. Grégory les épaules affaissées, en défaite. Je les ai regardés tandis que les gardes de sécurité les conduisaient aux ascenseurs, j'ai regardé jusqu'à ce que les portes se ferment et qu'ils soient partis. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de m'effondrer dans un fauteuil, mon sang-froid finissant par céder.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant qu'on me frappe doucement à la porte. Alice? James se tenait dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Margaret m'a dit ce qui s'est passé. Je me suis redressée, essayant de me composer. Je suis désolé. J'aurais dû te laisser gérer ça. Ce n'était pas ma place. Il a traversé la pièce et, à ma surprise, m'a pris la main. C'était exactement ta place, a-t-il dit doucement. Tu as protégé ta famille, comme tu le fais depuis le pont. Je l'ai regardé, cet homme qui était devenu d'une manière ou d'une autre le centre de mon monde. Ils essaieront à nouveau. Les gens comme ça le font toujours. Et nous le gérerons, ensemble. Il a souri légèrement. Sophie est en bas à la garderie. Elle a fait quelque chose pour toi en cours d'art plastique. Tu veux le voir? J'ai hoché la tête, soudain incapable de parler à travers la boule dans ma gorge. La vue depuis le bureau du PDG était spectaculaire. La ville s'étalait d'un côté, l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon de l'autre. Nous étions tous les trois sur le balcon privé, Sophie entre nous, tenant nos deux mains. Plus haut, a-t-elle exigé, et à trois, James et moi l'avons soulevée, la balançant entre nous, ses rires, clairs et sans peur, portés par la brise marine. À 5 ans, Sophie n'était que curiosité et énergie, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle retournait à l'intérieur pour examiner la maquette de la nouvelle communauté Havenwood en construction à Orlando. James la regardait avec un sourire avant de se tourner vers moi. Le conseil a approuvé l'initiative de logement abordable ce matin, a-t-il dit. La construction commence le mois prochain. J'ai hoché la tête, la fierté réchauffant ma poitrine. Spencer aurait adoré ce projet. J'aurais aimé le connaître, a dit James doucement. Tu le connais, ai-je répondu. Chaque fois que tu installes une famille dans une maison qu'elle peut se permettre. Chaque fois que tu choisis l'intégrité plutôt que le profit. J'ai fait une pause. Il vit en toi, James, et en elle. Nous avons tous les deux regardé Sophie, qui réarrangeait soigneusement les petits arbres autour des maquettes de maison. Les yeux de Spencer, la douce détermination de Spencer. J'ai réfléchi, a dit James après un moment. Le Penthouse est trop grand pour moi et Sophie, et ce domaine à toi a beaucoup de pièces vides. Je l'ai regardé, surprise. Suggères-tu ce que je pense que tu suggères? Il a haussé les épaules, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Le petit déjeuner avec toi manque à Sophie, et ce trajet depuis Palm Beach est brutal. Havenwood a été construit pour une famille, ai-je dit doucement. Il a attendu longtemps pour en redevenir une. Sophie est revenue vers nous en bondissant, son attention déjà captivée par quelque chose de nouveau. Grand-mère Alice, savais-tu qu'il y a des poissons dans la fontaine en bas? On peut avoir des poissons pour notre étang. Notre étang? J'ai croisé le regard de James par-dessus sa tête, voyant ma propre émotion s'y refléter. Je pense que ça pourrait s'arranger, lui ai-je dit, en lissant ses boucles sauvages. En fait, je pense que ton grand-père insisterait. Le soleil commençait à se coucher, projetant une longue lumière dorée sur la ville. Pendant 30 ans, j'avais été un fantôme dans ma propre vie, hantant les espaces que Spencer avait autrefois remplis, préservant ce qui était au lieu de construire ce qui pourrait être. Maintenant, avec la petite main de Sophie dans la mienne et James à mes côtés, je revenais enfin à la lumière. Le cycle de la douleur que Gregory avait commencé était brisé. L'héritage que Spencer avait bâti était assuré, et moi, Alice Sterling, je n'étais plus un fantôme dans un manoir vide. J'étais chez moi. Alors, voilà mon histoire. J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous pardonné à un fils comme Gregory, ou ai-je eu raison de couper les ponts pour de bon? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.